Commettre une erreur dans le cadre de son travail, c'est bouleversant. On se remet en question, on a peur, on se demande quoi faire ensuite. Je m'appelle Carmina Magagna-Lima et je suis directrice générale du FARPOC. Vous écoutez Hors Trajectoire. Dans ce balado, nous allons explorer en compagnie de différents experts plusieurs aspects de la gestion des erreurs en pharmacie. Nous avons abordé les aspects émotionnels, psychologiques et déontologiques pouvant découler des conséquences d'une erreur professionnelle. Dans cet épisode, nous allons aborder la question de la responsabilité civile et professionnelle liée à la notion d'erreur. Il n'est pas dans notre intention, dans le cadre de ce balado, d'entrer dans le détail de ce qui est couvert par la police du FARPOC. Nous allons plutôt aborder la question du processus de réclamation à très haut niveau et sur les bases d'une réclamation où les reproches contre le ou la pharmacienne sont des actes professionnels couverts sous la police. Si vous avez des questions à ce sujet, je vous invite à nous contacter directement ou à visiter votre espace membre sur notre site Internet. Alors, nous accueillons Maître Jean-François Noiseux du cabinet CDNP Avocat, dont il est d'ailleurs associé et fondateur. Maître Noiseux exerce principalement en responsabilité civile, professionnelle et médicale. Il possède une grande expérience d'accompagnement des professionnels dans le processus de réclamation et spécialement dans le cas de dossiers judiciarisés. Maître Noiseux, merci beaucoup d'avoir accepté de venir discuter avec nous de cette question. Puis-je vous demander de simplement vous présenter? Oui, tout à fait. Je m'appelle Jean-François Noiseux. Je pratique en responsabilité professionnelle depuis maintenant 15 ans et je suis membre du barreau depuis 2002. J'ai toujours pratiqué en responsabilité civile de façon générale en droit des assurances et j'ai un petit faible pour tous les dossiers de responsabilité où le préjudice corporel est au cœur du litige. Ça fait à peu près combien d'années, en fait, que vous accompagnez les assurés du FARPOC? J'ai commencé en 2010, donc ça fait maintenant 15 ans que je représente les assurés du FARPOC, donc les pharmaciens, plus particulièrement communautaires. En premier lieu, est-ce que vous pourriez nous définir ce que c'est qu'une réclamation? Donc, et comment est-ce qu'on peut, en tant que professionnel, reconnaître que c'est ça qui nous est présenté au moment où on la reçoit? Une réclamation, en fait, ça peut se définir relativement simplement. Donc, c'est une réclamation où on réclame généralement une compensation monétaire suivant une erreur professionnelle qui est réelle ou qui est alléguée. Le plus souvent, c'est fait par écrit et ça provient du patient ou de son avocat ou d'un représentant légal. Dans quelques situations, même, on voit que la première fois où le professionnel est avisé, c'est lors d'une demande introductive d'instance, donc la voie judiciaire, mais ça arrive juste dans quelques occasions. Donc, pourriez-vous nous expliquer la différence, en fait, entre une mise en demeure, donc une lettre qui est présentée par le patient, une lettre qui revient de son avocat et une demande introductive d'instance? Ce serait quoi la différence entre les trois? En fait, il y a plusieurs différences, mais les plus importantes, c'est que tant l'avis de réclamation qui est fait directement au fond que la mise en demeure ont un aspect qui est privé. Donc, ce n'est pas public, ça reste entre le pharmacien et le réclamant. Alors que lorsque c'est fait en matière de poursuite judiciaire ou une demande d'introductive d'instance a été intentée, que ce soit à la Cour ou à la division des petites créances de la Cour du Québec, dès lors, ça a un aspect public et à ce moment-là, mais le professionnel, le pharmacien, devra communiquer et aviser l'Ordre des pharmaciens du Québec de cette réception de procédure judiciaire. Ce qui veut dire donc que dans le cas de la mise en demeure par patient ou avocat, le tout peut se régler dans la confidentialité, mais lorsqu'une demande est présentée donc par demande introductive d'instance, à ce moment-là, donc il y a une obligation qui s'installe d'aviser l'ordre. Autrement, il n'y en a pas? En fait, non, c'est tout à fait confidentiel, tout à fait, vous avez raison. C'est uniquement à partir du moment où c'est la poursuite judiciaire. C'est le conseil d'administration à l'époque de l'Ordre des pharmaciens du Québec qui a décidé de s'assurer que c'est uniquement ce qui résultait d'une procédure judiciaire qui faisait en sorte que l'obligation d'aviser l'Ordre était maintenant lancée ou déclenchée. C'est en effet ce qu'on retrouve sur le site de l'Ordre aussi. Donc, j'en profite pour faire une petite parenthèse et confirmer que les réclamations qui sont présentées de manière donc privée ou confidentielle resteront également entre le pharmacien et le FARPOC. Le FARPOC non plus n'avise pas l'Ordre dans ces cas-là. Et dans la même veine, juste pour reprendre, c'est
À partir du moment, même l'avocat qui serait mandaté par le fonds d'assurance a le même devoir de confidentialité, donc l'information reste évidemment confidentielle. Dans votre cas, dans votre travail, donc, on fait appel à vous. En fait, le FARPOC fait appel à vous souvent lorsque les dossiers sont de plus grande envergure ou alors lorsqu'ils se judiciarisent. Autrement, en effet, la plupart des dossiers peuvent être traités à l'interne par des analystes. Mais lorsque le dossier se retrouve sur votre bureau, à quoi est-ce que l'assuré, qui est le pharmacien, la pharmacienne, peut s'attendre? Le rôle de l'avocat commence dès le début avec une recherche de conflit d'intérêt lorsqu'on reçoit une demande d'un nouveau dossier du Fonds d'assurance des pharmaciens. Pourquoi un conflit d'intérêt? Parce qu'on veut s'assurer que l'avocat ne connaisse pas le réclamant ou un tiers impliqué ou une information qui pourrait mettre en péril la partialité ou l'indépendance du professionnel avocat. Par la suite, ça prend quelques heures là, pour déterminer si on est en conflit d'intérêt ou pas. Lorsqu'on n'est pas en conflit d'intérêt, le travail de l'avocat commence. Donc, on commence par analyser rapidement la réclamation pour ensuite pouvoir communiquer avec le pharmacien, puisque le pharmacien est généralement dans tous ses états lorsqu'il reçoit une mise en demeure ou une procédure judiciaire. Et donc, il faut comprendre la situation dans laquelle il se trouve avant de communiquer avec lui ou elle. Et donc, c'est dans ces situations-là qu'on analyse rapidement la réclamation et en communiquant avec le pharmacien, on explique les prochaines étapes. Votre première intervention, donc c'est vraiment une discussion téléphonique avec le pharmacien, la pharmacienne qui est poursuivi ou nommé en mise en demeure. Et ça se passe en combien de temps à peu près une fois qu'on vous a remis le dossier? Généralement, on communique relativement rapidement dans les 48 heures. Généralement, c'est la journée même. Ça se fait rapidement. C'est aussi ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que lorsqu'on communique avec le pharmacien, il faut s'assurer de vraiment comprendre les enjeux dès le départ, puisque le pharmacien, lui, il les maîtrise, les enjeux. Il est stressé par les événements, puis il faut trouver une façon de l'amener vers l'accompagnement préjudiciaire que je pourrais appeler. Et donc, en communiquant avec le pharmacien, on lui parle justement de ça va être quoi les étapes. Les étapes sont très simples, c'est qu'on va discuter avec le réclamant, des fois pour obtenir des informations additionnelles sur la réclamation, sur les événements. On va aussi obtenir les dossiers médicaux pour pouvoir les analyser, pour comprendre effectivement la situation ou la condition du patient pré-événement et pendant événement et post-événement. Par la suite, donc, ben, on explique que quand on reçoit tout ça, mais une analyse juridique à faire. Puis, parfois, ben, on se joint les services d'un expert qui nous permettra, par exemple, de déterminer si le pharmacien a respecté, par exemple, les règles de l'art en matière d'obligation de moyens ou d'avoir une explication scientifique sur la causalité des dommages qui sont réclamés. Juste pour m'assurer que je comprends bien. Donc, la première étape, une fois qu'on parle au pharmacien, ensuite, votre enquête, elle n'implique pas nécessairement la pharmacienne ou le pharmacien. Donc, c'est-à-dire, à partir du moment où on a eu le premier appel, vous allez partir de votre côté, si on veut, parler au patient. Donc, on peut appeler aussi le réclamant. Et à ce moment-là, donc, avec son aide ou avec l'aide de son représentant légal, j'imagine, donc, on va monter le dossier. Tout à fait. Mais le pharmacien reste tout le temps un peu dans le portrait parce que c'est de lui dont on parle. Donc, c'est sûr on le maintient au cœur de l'analyse, mais on ne veut pas non plus qu'il se stresse à tous les jours de la vie. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on l'implique à certains moments. Par exemple, quand on reçoit des informations additionnelles, on vérifie certaines informations avec le pharmacien si nécessaire. Mais effectivement, l'analyse en tant que telle, le pharmacien n'est pas impliqué dans cette portion-là. Par contre, dès la première discussion, je demande l'autorisation au pharmacien s'il est d'accord pour régler le dossier. OK. Pourquoi? Parce que c'est une obligation que le pharmacien a de donner son accord pour régler un dossier. Donc, je demande dès le début parce que généralement, les pharmaciens sont tous d'accord pour régler les dossiers. Pour la simple et bonne raison, compte tenu qu'ils n'ont pas de franchise, compte tenu que la couverture d'assurance est généralement suffisante et qu'il n'y aura pas d'augmentation des primes en lien avec cette réclamation-là, ils veulent juste que le dossier se règle le plus rapidement possible. Donc, petit résumé en tant qu'assureur. En effet, donc dans le contrat d'assurance, c'est un contrat qui est donc
de bonne foi et d'échange. Alors, il y a une clause dans ce contrat qui dit que l'assuré doit être informé et que l'assureur, donc le FARPOC, doit avoir son accord pour régler. Et c'est à ça que vous faites référence. Donc, on veut aller chercher ce consentement de règlement au départ, puisqu'en effet, la majeure partie du temps, il n'y a pas vraiment d'enjeu en termes du point de vue du professionnel. Une fois que l'erreur est survenue, donc on va vouloir régler. Donc, selon votre expérience, le montant de règlement, il n'y a jamais eu de surprise, du moins donc du côté de pharmacien, une fois qu'on a réglé avec le patient ou de désaccord. Non, en fait, ça arrive pas. C'est évident que lorsqu'on obtient l'accord au départ, ça ne fait pas en sorte qu'on ne l'avise pas au moment où ça se passe. Ce qui fait en sorte que lorsque les discussions de règlement débutent pour vrai, on réimplique le pharmacien pour être sûr d'avoir une collaboration à ce moment-là, parce que, bon, le pharmacien pourrait avoir évolué dans sa réflexion, etc. Et donc, ils sont avisés des montants proposés et de la façon dont ça va se régler, notamment d'avoir une quittance qui oblige la confidentialité du règlement. Donc, on obtient l'accord au début et après, c'est dans l'éventualité où vraiment c'est impossible d'avoir son accord et que, par exemple, on a un délai à l'offre, on a déjà obtenu l'accord, ce qui arrive pratiquement jamais. On obtient encore la collaboration et les pharmaciens sont toujours très contents que le dossier soit réglé. Ça m'est jamais arrivé, contrairement à d'autres professionnels où on refuse un règlement. Normalement, dans 98 des cas, le professionnel, la professionnelle va être informée juste avant le règlement des conclusions qu'on aura tirées aussi. En fait, je dirais dans 100 des cas, moins une fraction que c'est pas encore arrivé en pratique, là. Mais je l'ai fait pour être sûr d'avoir l'accord dès le début, mais ça m'est jamais arrivé de ne pas avoir informé avant même que le règlement se fasse. Il y a un règlement de ce type. Donc, lorsqu'on règle et qu'on appelle, ça veut dire que c'est un règlement qui est confidentiel, vous avez mentionné. Qu'est-ce que ça implique dans le cadre d'une réclamation, par exemple, judiciarisée ou une mise en demeure? Donc, quand on dit qu'un règlement est confidentiel, qu'est-ce que ça veut dire? On va prendre les deux situations. Quand c'était une mise en demeure, donc c'était déjà un processus qui était confidentiel. On règle un dossier qui est confidentiel avec un document qui confirme la confidentialité du tout. Ce qui fait en sorte que tout est confidentiel, mais les clauses de la quittance, donc du document de règlement qu'on utilise maintenant, on s'assure de mettre des clauses qui sont importantes pour les pharmaciens maintenant. Donc, une clause de confidentialité sur les réseaux sociaux, sur les médias traditionnels. Ça permet de s'assurer, par exemple, qu'il n'y ait pas de commentaires qui se fassent sur les spotted qu'il y a sur les différents réseaux. Et donc, ça permet d'avoir une confidentialité totale. Si on va sur le processus judiciaire, bien, la demande à titre d'instance, elle est publique. Par contre, il va juste y avoir un document qui va dire qu'il y a un règlement hors cours du dossier et la nature du règlement, elle, sera confidentielle. Ça veut dire qu'on peut s'attendre, lorsqu'il y a un règlement qui survient, que le dossier soit vraiment clos, comme dans une bulle. On n'y revient pas. On garde toute cette situation-là, donc on la met derrière soi. Le patient est informé, l'avocat également. Également, donc, quand c'est une demande introductive d'instance, ça veut dire que, si vous me permettez donc de juste clarifier, il n'y aura pas de jugement. Donc, on n'aura pas accès à des faits autres que le document qui dit qu'il y a un règlement. Il n'y aura pas nécessairement de montant ou la nature, encore une fois, de règlement qui va être mentionnée. Tout à fait exact. En fait, l'idée du document de règlement, pour résumer ce que vous venez de dire, c'est de tourner la page. On met un terme au litige, qu'il soit judiciaire ou non judiciaire, privé ou public. On met un terme à ce litige-là et on n'entendra plus jamais parler. D'ailleurs, la quittance, elle est faite pour s'assurer que c'est ça qui va arriver. Donc, il n'y aura pas de jugement qui va confirmer le tout. Donc, ça met fin vraiment à cette situation-là pour toutes les parties qui sont impliquées. Maintenant, on a parlé de règlement, mais avant de parler de règlement, je pense qu'il y a plusieurs pharmaciens et pharmaciennes qui se posent la question, donc, pourquoi est-ce qu'on paye? Comment est-ce que ça fonctionne? Pourquoi est-ce que c'est parce que je fais une erreur qu'il y a nécessairement un montant qui est dû au patient? Comment est-ce qu'on peut conceptualiser là, cette... En fait, pour arriver en droit québécois, pour arriver à une responsabilité professionnelle d'un pharmacien,
Ça prend 3 éléments. Ça prend la faute professionnelle du pharmacien, ça prend un lien de causalité entre cette faute-là et les dommages qui sont réclamés, et après, il faut établir la valeur des dommages. Donc, si on parle de la faute professionnelle, pour les pharmaciens, c'est relativement fréquent que les pharmaciens sont assujettis à une obligation de résultat. Par exemple, contenant contenu, par exemple, le bon dosage, etc. C'est une obligation. On ne peut pas juste dire j'ai tout fait pour avoir le bon médicament dans le bon pilier. Il faut que ce soit le bon médicament dans le bon pilier. Donc, on a cette notion-là d'obligation de résultat. Alors, c'est là où est-ce que on peut dire que la faute est évidente. Est-ce que c'est le bon mot? Elle est pas mal automatique. Elle est automatique, d'accord. À partir du moment où le résultat ne s'est pas concrétisé, il y a une faute professionnelle. Est-ce que ça veut dire à ce moment-là qu'il y a une faute déontologique? Pas du tout. C'est généralement le cas dans presque toutes les situations, mais ce n'est pas c'est pas un automatisme. D'accord. Donc, c'est quoi la différence entre une faute civile, celle qui est couverte par le contrat du FARPOC, et la faute déontologique? Est-ce que vous pouvez nous éclairer? En fait, la faute professionnelle de nature civile, c'est une faute qui engage la responsabilité au niveau civil, ce qui veut dire qu'on a contrevenu soit à une règle de l'art, soit à une obligation de résultat. La responsabilité déontologique, elle l'écoute du code de déontologie et des devoirs déontologiques du pharmacien. Donc, il faut que le pharmacien ait contrevenu à l'un ou l'autre des articles du code de déontologie. Donc, code civil ou code de déontologie. Exactement. D'accord. Lorsqu'on règle selon le contrat donc d'assurance offert par le FARPOC, on règle au civil et la faute, donc quand il s'agit d'obligation de résultat, normalement est automatique, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y aura une indemnité payée à la fin. Lorsqu'on règle un dossier civil, il y a parfois effectivement le dossier disciplinaire, donc l'infraction déontologique qui peut concerner le même événement ou pas. Dans ce cadre-là, dans le dossier d'un règlement civil, on ne peut pas négocier l'arrêt, par exemple, d'une enquête disciplinaire à l'égard du pharmacien pour les mêmes faits. C'est illégal. Donc, l'enquête disciplinaire va poursuivre malgré le règlement au niveau civil. Donc, on parle de deux départements complètement séparés qui ne partagent pas les informations, qui ont des vues différentes également sur les faits du dossier. Et exactement. Et de l'autre côté, généralement, quand on règle le dossier au niveau civil avec un patient, il arrive souvent que les patients ne font pas de demande d'enquête au bureau du syndic non plus. On ne peut pas les empêcher, mais eux ont obtenu ce qu'ils voulaient généralement, donc une compensation monétaire. Et après, c'est à eux de décider s'ils font une plainte ou non au niveau du bureau du syndic. Et comment est-ce qu'on calcule le montant des dommages qui peut être accordé dans le cas d'une faute, donc au civil, qui serait réglée? Ce qui est magique et super agréable en matière de responsabilité pharmaceutique, ça concerne un préjudice corporel. Et le préjudice corporel, c'est très large, puisque c'est du gris. On est loin d'un dossier de construction où on calcule une soumission d'un entrepreneur, puis on sait exactement le montant. Dans un cas d'un pharmacien, parce que c'est un préjudice corporel, on évalue comment on regarde le dossier médical pour voir ce sont quoi les conséquences dans la vie de chaque personne. On regarde s'il n'y a pas de la jurisprudence en la matière pour voir ce que les tribunaux ont accordé dans des situations presque similaires. Et par la suite, on a parfois des experts qui viennent nous dire effectivement l'amplitude de la valeur du dommage, par exemple en dommage psychologique. Un expert va venir évaluer effectivement la conséquence psychologique de l'événement. Donc, on a tous ces outils-là. Ça demeure, et c'est pour ça que j'appelle ça souvent une fourchette en responsabilité médicale et pharmaceutique. Et dans tout domaine du préjudice corporel, on a des fourchettes. Le bas de la fourchette jusqu'au haut de la fourchette. Et il faut juste l'évaluer où se situe la fourchette. Et compte tenu qu'il n'y a pas vraiment de montant précis, mais on règle selon la fourchette qu'on a établie. Parce qu'on est dans un univers donc, qui est un peu abstrait, puisqu'on ne peut pas évaluer exactement, j'imagine, un symptôme comme un mal de tête diffus pendant 2 semaines. On essaie à ce moment-là de comparer avec d'autres dossiers et avec de la jurisprudence pour essayer de trouver l'offre la plus équitable possible.
Exactement. On essaie de trouver chacun des éléments qui a perturbé la vie du patient. Et comment on fait ça? Mais on regarde sa condition de santé avant les événements, puis on regarde ce qui se passe pendant les événements, et on regarde qu'est-ce qui est demeuré après en lien avec l'erreur pharmaceutique. Donc, ce qu'on compense, c'est la différence entre le quotidien d'un patient au moment de l'erreur, la sévérité, si je comprends bien, donc des dommages ou des symptômes, la durée, puis si ou non il y a des conséquences à long terme. C'est exactement ça. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas, compte tenu que chacune des situations est différente, on ne peut pas mettre un montant exact sur chacun des symptômes subis. On regarde l'image complète, le portrait général, et là, on essaie de voir effectivement avec la jurisprudence. Et le Fonds des pharmaciens a sa propre jurisprudence interne, donc tous les dossiers qu'ils ont réglés. Puis on regarde des événements qui sont ressemblants ou des patients qui ont un peu le même profil, puis on essaie d'évaluer de cette façon-là. Votre expérience, donc combien de dossiers ou c'est quoi le pourcentage de dossiers que vous réussissez à régler donc, et qui ne se rendent pas en jugement? En fait, il n'y a aucun jugement qui était rendu depuis que je représente les pharmaciens avec le FAPOP. Cela étant dit, on n'est pas tous capables de les régler avant qu'ils soient judiciarisés, mais ils sont extrêmement mineurs. Généralement, je dirais dans 98 ou 97 des cas, on est capable de régler un dossier juste sur mise en demeure ou sur avis de réclamation, ce qui ne nécessite pas de judiciarisation et donc le dossier demeure privé et non public. En terminant, pouvez-vous nous résumer un peu à quoi ça doit s'attendre un professionnel, une professionnelle pharmacien qui donc reçoit votre appel? Donc, en combien de temps ça se règle un dossier? Combien d'appels à peu près est-ce qu'on peut s'attendre donc à avoir avec vous dans un dossier moyen, bien entendu, chaque cas étant unique? Donc, juste un portrait général. C'est très simple. Le pharmacien va s'attendre à recevoir, je dirais, 5 à 8 appels environ de notre part, dépendamment de la situation. Des fois, c'est un peu plus. Mais surtout, ce que je veux que le pharmacien retienne de ce balado, c'est qu'il ou elle, lorsqu'une erreur est constatée dans un dossier et qu'il y a une réclamation, sa collaboration est essentielle. Et plus que ça, c'est mon but à moi quand je reçois ces réclamations-là, c'est m'assurer que le pharmacien soit rassuré par notre présence. Ça, c'est ce qui est le plus important. Pourquoi? Parce que le fait d'être rassuré permet au pharmacien d'un peu extérioriser cette situation-là et de le mettre un peu de côté pour mieux servir les clients qui vont faire et les patients qui demeurent. Les prochains services qui soient bien faits, ça permet d'améliorer leur façon de faire et leur protocole. Ça leur permet aussi d'avoir la tête soulagée et d'avoir, autant au niveau personnel que professionnel, d'avoir une vie qui va être calmée par la situation qui les a beaucoup stressés, qui est l'événement litige. Donc, je veux qu'ils se sentent rassurés. C'est mon objectif dans chacun des dossiers. Et j'adore cet élément-là parce que ça permet d'avoir le côté humain du pharmacien. Parce que ce qu'on oublie souvent, c'est lorsqu'il y a un pharmacien qui fait une erreur, on l'associe souvent à un assureur intangible, alors que c'est un humain qui est derrière ça et qui a parfois causé un dommage à quelqu'un et qui, c'est contre ce que tout en fait. Lui est devenu pharmacien ou elle est devenue pharmacienne pour aider, pour avoir à titre de vocation, pour soulager les gens. Alors là, lorsque c'est la situation inverse qui se produit, ils sont complètement atterrés. Donc, c'est de les rassurer. Et en termes de délai, je fais tout le temps la même blague avec les pharmaciens. C'est une blague d'avocat, donc c'est pas très drôle, mais c'est une blague que je leur fais. Alors, c'est de leur dire, les pharmaciens, ne vous attendez pas à ce que je vous rappelle rapidement pour la simple et bonne raison, parce qu'un avocat et un pharmacien, ça n'a pas la même vitesse. Les pharmaciens, vous réglez un problème en quelques minutes. Nous, régler un dossier, ça nous prend quelques mois. Et en faisant ça dès le début, ça leur permet de soulager parce que moi, ce que je leur dis, c'est pas vrai que vous allez passer des mois à pas dormir la nuit parce que vous pensez à ça. Ça va prendre plusieurs mois. Et donc, dans cette veine-là, de s'assurer que de dire, OK, là, on va prendre le dessus et que je les accompagne au niveau de cette réclamation-là. Comme nos analystes à l'interne au FARPA, quand vous
remet un mandat de représenter les intérêts d'un assuré. Le mandat aussi, dans le fond, dit prenez complètement en charge et déchargez les épaules du pharmacien de ce côté-là et de ce litige afin, comme vous le disiez, qu'il se concentre finalement sur son travail de tous les jours et qu'il continue donc à pratiquer sa vocation qui est d'aider souvent les patients. Alors, notre travail, effectivement, je vais le dire aussi à nous au FARPOC, c'est vraiment d'essayer de prendre complètement ce fardeau et de le mettre à côté pour aussi quand même, dans ce travail d'accompagnement, conserver autant que c'est possible le lien de confiance qui continue souvent d'exister entre le patient et le pharmacien. Parce que c'est pas parce qu'il y a une réclamation que le patient ne fait plus confiance à son pharmacien. Des fois, les réclamations, en fait, la majeure partie du temps, les réclamations sont légitimes et le patient a droit à une compensation. Alors, notre travail, c'est aussi de faciliter, et vous le faites également, donc, au quotidien, quand vous accompagnez nos assurés, de faciliter cette communication-là et de conserver l'empathie et l'humanité dans les relations. Et d'ailleurs, ce que vous dites, c'est tout à fait vrai parce que dans beaucoup de situations, le pharmacien où il y a eu une erreur, le patient va demeurer patient dans cette pharmacie-là. Il ne changera même pas de pharmacie. Donc, comment le pharmacien peut gérer cette situation-là? Bien, ça prend un bon accompagnement, qu'il soit rassuré de la situation. Et donc, ça leur permet aussi de s'assurer que c'est pas parce qu'il y a une erreur qui s'est produite qu'il va en avoir une autre. Donc, il faut juste qu'ils s'assurent de bien faire le travail. Et à la fin, quand je les rassure aussi d'une autre façon, c'est je leur donne quelques petits devoirs à la fin de notre première conversation téléphonique parce que je veux qu'ils nous transmettent toutes les notes qui sont au dossier et de vérifier, par exemple, s'il y a des caméras de surveillance, est-ce qu'il y a des registres additionnels, est-ce qu'il y a une étiquette qui reste présente. Donc, tous les petits éléments qui peuvent nous aider à notre analyse. Donc, en faisant ça dès le début, après, ils sont plus obligés de repenser à ces éléments-là parce qu'ils ont tous transmis l'information. Donc, ils sont vraiment déchargés du poids de cette erreur-là. Mais merci beaucoup pour votre accompagnement aujourd'hui, puis pour les réponses que vous avez fournies à nos questions. Puis, merci beaucoup encore une fois d'accompagner nos assurés. Vous êtes très appréciés. Merci au fond. Vous venez d'écouter Hors Trajectoire. Ce balado est présenté par le Fonds d'assurance responsabilité professionnelle de l'Ordre des pharmaciens du Québec. Réalisation, Steve Proulx, 37e Avenue. Je suis Carmina Magana-Lima, directrice générale du FARPOC. Merci de votre confiance et à très bientôt pour notre prochain épisode.